Chromosome B. Savoir. Idée. Réflexion. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Nous sommes 20 siècles après Jésus-Christ. Tous les aspects du droit ont été explorés par les juristes. Tous ? Non, car l'un d'entre eux s'est rendu au célèbre village d'Astérix pour observer les coutumes juridiques et judiciaires des habitants gaulois et en ramener les 12 lois d'Astérix. Du statut unique du village au rôle de juge du druide Panoramix, en passant par le fonctionnement alambiqué des institutions présidées par le chef Abraracoursix, sans oublier la méthode Obélix pour régler à coups de baffe les formalités administratives, accompagnait Raphaël Costix dans son séjour en Armorique en 50 avant Jésus-Christ. Une belle occasion de découvrir, grâce à cette immersion dans le droit du plus célèbre des Gaulois, les lois telles qu'elles étaient appliquées par les chefs des peuples de Gaule, les druides, ou encore les garnisons romaines à l'époque de César. Chromosome B. Raphaël Costa, vous êtes spécialiste du droit de l'espace, vous enseignez le droit public à l'université Paris-Saclay. Vous avez non seulement publié plusieurs livres, mais vous co-dirigez la revue du droit insolite et, avec Théo Renaudi, vous animez le désormais très célèbre site Curiosité juridique et ses divers comptes sur les réseaux sociaux. Vous atteignez plus de 500 000 abonnés qui vous suivent. Et les compilations qui font d'ailleurs l'objet de publications régulières aux éditions Henrik B. Et vous avez fait avec les Curiosités juridiques, mais pas seulement. Votre entrée dans les bibliothèques de vos lecteurs. Raphaël Costa, bonjour. Bonjour. Alors, on se retrouve après un précédent entretien, il y a quelques semaines à peine, autour du procès du Père Noël que vous avez publié en décembre, je crois, avec Astérix, l'ouvrage qui va nous occuper aujourd'hui, les 12 lois d'Astérix. Il semble que vous vous distinguez en plaçant sous une lumière juridique toute notre culture populaire. Outre votre évidente curiosité pour la chose juridique, quelle est votre intention avec ces ouvrages ? Toujours d'abord d'intéresser les gens un peu plus au droit, qui a une image parfois rébarbative et ennuyeuse, et je trouve que c'est une fausse image. Donc d'essayer d'intriguer déjà le lecteur avec l'axe choisi, et ensuite aussi d'essayer de surprendre les juristes et les non-juristes en multipliant les thématiques un peu insolites, mais en même temps liées à la culture populaire. Mais je suis pas le seul, vraiment c'est un courant chez les juristes là qui prend une grande ampleur depuis une dizaine d'années à peu près. Mais avec Astérix, par contre, vous êtes le seul. Astérix a été exploité, du moins analysé sous divers angles, mais celui du droit, pas souvent. Non, il y a pas d'ouvrage, il y a quelques articles, mais vraiment deux ou trois dans divers livres sur le droit et la BD par exemple, mais c'est très 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 peu en fait. C'est ce qui est surprenant d'ailleurs. Alors, Raphaël Costa, vous avez eu un désir d'être dans l'air du temps. Il y a un film qui va sortir bientôt sur Astérix, où vous avez une vraie connaissance, une vraie relation, une vraie histoire avec Astérix le Gaulois. Alors les deux en fait. J'étais au parc Astérix quand j'ai eu l'idée de faire un truc sur le droit et les Gaulois, enfin sur le droit et Astérix. Voilà, c'est resté dans un coin de ma tête. Et ensuite, j'ai vu que le film sortait quelques mois plus tard. Et du coup, je me suis dit bon là, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc en fait, c'est un peu les deux. Et avant d'avoir l'envie de faire ce livre, j'avais une relation avec Astérix assez limitée, qui était quelques films, surtout Astérix Mission Cléopâtre comme tout le monde. Et voilà, en fait, surtout une relation avec les films et le parc, parce que j'aime beaucoup les parcs d'attractions. Donc, mais ça se limitait un peu à ça. Et quelques BD que j'avais lus, mais j'avais pas
un passionné d'Astérix à la base. D'accord. Alors, je voudrais faire écho à la préface de Tatiana Vassine, qui est la directrice de collection du Meilleur du droit aux éditions Henrik B. Et on se demande avec elle, justement, s'il existait un droit, en fait, un code à l'époque d'Astérix. Non, parce que, enfin oui, il en existait, mais pas écrit, parce que les Gaulois n'écrivent, enfin, c'est pas une civilisation de l'écrit. Et donc, d'ailleurs, on le voit pas à la fac, en fait. Quand on commence nos études de droit, en première année, on a les cours d'histoire du droit, parfois jusqu'en deuxième année obligatoire, et on commence avec le droit romain, parce que c'est le droit romain qui a inspiré tout notre droit actuel, la notion de famille, du père de famille et tout, mais au fond, on voit rien sur les Gaulois. Donc en fait, nos ancêtres les Gaulois, à part dans l'imagerie populaire qu'on verrait soi-disant à l'école, c'est très très limité en fait. Et moi, en faisant le livre, j'ai découvert que enfin, en fait, j'y connaissais rien, quoi, en droit gaulois, mais j'étais pas le seul, que beaucoup de juristes n'y connaissent rien parce qu'on commence direct avec le droit romain. Et comme c'est la même période, on a l'impression qu'il y avait que le droit romain à l'époque, mais il y avait un droit avant que les Romains n'arrivent et ne conquièrent la Gaule. Donc du coup, voilà. Donc il existait un code, il existait des lois, mais elles n'étaient pas codifiées de façon écrite. Et vous nous le démontrez d'ailleurs tout au long de votre récit. Vous nous racontez en introduction de votre livre qu'en fait, ce sont les Gaulois eux-mêmes qui vous ont fortement incité à vous lancer dans ce projet, notamment Panoramix, qui va vous servir de guide tout au long du livre. Comment ça s'est passé exactement ? Vous mentionniez votre visite au parc Astérix. Oui, en fait, j'essaie de prendre un axe narratif un peu nouveau. Pour le Père Noël, je vais vous faire un procès fictif où on fait participer les gens. Et là, j'essaie de faire un essai juridique, mais un peu auto-fictionnel, quoi, en fait. Donc, qui, à ma connaissance, c'est pas encore fait non plus. J'essaie d'être créatif aussi de ce côté-là. C'est un peu ce qui s'est passé vraiment dans ma tête. Je suis au parc Astérix, je vois un bâtiment qui s'appelle le Palais Bonbon. Et en fait, qui est une reproduction du Palais Bourbon, qui est le bâtiment qui abrite l'Assemblée nationale actuelle. Sauf qu'au parc Astérix, le Palais Bonbon, c'est un magasin qui vend des bonbons. Et vraiment, ça reproduit le Palais Bourbon, sauf que sur l'aventure, au lieu qu'il y ait des statues et tout, c'est des réglisses, machin, des dragibus géants et tout. Enfin, voilà. Et c'est ça qui me donne l'idée. Je me dis, tiens, il y a un truc à faire sur le droit dans Astérix. Et je propose à Tatiana Vassine, en étant en visite au parc, j'ai dit tiens, peut-être ça à faire. Elle m'a dit tu sais qu'on est ouvert à tout si t'as une idée, machin. Et après je vois que le film sort et je me dis non, en fait faut vraiment faire un truc. Et donc j'ai transformé ça narrativement en une rencontre avec Panoramix qui dans mes rêves m'oblige à faire le livre, parce que j'ai découvert en faisant les recherches que le druide chez les Gaulois était le juriste en fait. Donc Panoramix c'est un collègue. Chromosome B. C'est une des premières révélations, mais en fait, on se rend compte que le cadre principal de toute l'histoire d'Astérix, finalement, c'est un village qui refuse de se soumettre au droit romain. Alors, à partir de là, on s'aperçoit que les questions de droit sont partout, en fait. D'ailleurs, vous les trouvez, vous les exposez, vous les analysez, vous nous les faites connaître, y compris, d'ailleurs, dans le nom de certains personnages. Oui, dans Astérix, c'est connu, il y a beaucoup de jeux de mots, et il y a des personnages qui ont des noms juridiques. Donc là, celui qui me vient tout de suite, c'est un Gaulois qui s'appelle Plante Contrix, qui habite donc il y a ce Gaulois-là, et ensuite il y a Habeas Corpus, il y en a plein d'autres. Il y a des petits jeux de mots juridiques comme ça sur le nom des personnages en fait. Même Plante Contrix, c'est le plus emblématique, je pense. Dites-moi, Raphaël Costa, est-ce que vous avez lu tous les albums d'Astérix pour fabriquer votre livre ? Ouais. Alors du coup, c'est un problème. D'ailleurs que j'ai pour faire le truc, c'est j'ai lu tous les albums, j'ai vu tous les films, tous les dessins animés, et j'ai vu la série Idée Fixe, qui est une nouvelle série qui compte 50 et quelques épisodes de 10 minutes. Et donc j'ai tout lu, et j'ai lu tous les travaux qui s'étaient faits avant sur Astérix et les autres sciences, les travaux d'historiens qui ont j'ai lu un peu, j'ai essayé de lire le maximum de ce qui s'était fait. Mais j'ai lu tous les albums, et ça vu tous les films. Ça fait beaucoup de temps consacré. Ouais, complètement.
complètement. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose, dès qu'on se bat dans le parc et qu'on voit le cadre, en fait dans le parc Astérix c'est un peu organisé par zone, donc on passe chez les Égyptiens, après il y a on va chez les Gaulois, chez les Romains et tout, et je me suis dit il y a forcément du droit, plein de trucs à dire, et donc je me suis dit je vais en lire certains dans l'ordre et je vais voir. Et en fait, dès le premier et qu'on commence sa lecture de chaque Astérix en nous expliquant que ça, on résiste à l'envahisseur et tout. Puis moi je fais du droit international à la base, donc là direct pour moi c'est un statut d'État qui résiste à une invasion d'autres États. C'est du droit en fait dès la première page qui est rappelée à chaque album. Donc dès le début en fait je me dis il y a forcément du droit. Ensuite il y a les relations, j'avais en tête des images de César avec le Sénat romain et tout. J'ai dit il y a forcément un truc, une analyse juridique à faire qui peut remplir un livre entier. Vous pensez que les auteurs, Goscinny et Uderzo, ils avaient une conscience de l'angle juridique de leurs histoires ? Est-ce que c'est quelque chose qui ressort ? Quand on lit, je crois pas, mais en fait pas en tant que tel, mais comme ils essayent d'aborder tellement d'aspects différents sous l'angle de la caricature et tout, forcément Goscinny, qui était le scénariste, pour écrire les scénarios d'Astérix, il s'est beaucoup inspiré du travail de César. En fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de témoignages, comme les Gaulois n'est pas un peu de l'écrit, les témoignages qu'on a d'eux, c'est par les écrits de César. En fait, c'est César dans son livre Commentaire sur la guerre des Gaules qui raconte comment vivaient les Gaulois. C'est lui qui explique que le druide était un juriste et tout. Et en fait, donc, Goscinny, il s'est fortement inspiré de César, qu'il a lu pour faire Astérix. Et donc, c'est dans les commentaires sur la guerre des Gaules de César que César explique que les druides se réunissent une fois par an à la forêt des Carnutes, qui est aujourd'hui près de c'est Chartres, en fait, et qui tiennent là une réunion annuelle de druides. Et après cette réunion, dans Astérix, on voit que ça, on voit que la réunion annuelle de druides, qui est un peu un truc fermé. Mais dans la réalité, César explique que tous les Gaulois venaient de toute la Gaule pour assister à cette réunion et faire juger leurs affaires, en fait, par les druides, qui était en fait une première réunification sur tout le territoire français et gaulois par cette espèce de conseil de druides de chaque peuple gaulois, en fait. Donc voilà, mais c'est grâce au travail de César. Et Goscinny dit même que il s'inspire beaucoup de César, et quand on lui demande si est-ce qu'il invente pas un peu des trucs parfois, il dit j'ai de la chance parce que je m'inspire de César, et vu que c'était un énorme menteur, moi aussi je peux le faire. Et alors c'est ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'est qu'il y a des thèses entières d'historiens qui sont consacrées aux mensonges de César, parce que dans ses écrits il ment tout le temps, en fait. Donc il ment sur toutes les batailles, il amplifie. Quand il y avait une bataille contre des Gaulois et que les Romains étaient 10 000 de moins, en fait il dit que les Gaulois étaient 20 000 de plus et les Romains 20 000 de moins. Il change tous les chiffres en sa faveur pour faire croire à des exploits énormes et tout. Et donc il y a des thèses entières consacrées au débunkage des mensonges de César dans ses écrits. Donc j'ai toujours dû vérifier, j'ai pas pu me contenter de lire la guerre des Gaules. Fait que je vois le fact-checking par les historiens. On connaît à Astérix ou même à Obélix et aux autres du village des méthodes parfois extrêmement simplifiées pour régler les problèmes et pour résoudre certaines situations. Pourtant, vous citez une anecdote où Astérix il peut tout à fait savoir tourner le droit à son avantage, notamment par exemple quand il s'agit de participer aux Jeux Olympiques. Oui, alors ça c'est en lisant les Jeux Olympiques, c'est là aussi que j'ai vu qu'il y avait vraiment une possibilité de faire une vraie analyse juridique d'Astérix et des habitants du village qui, au fond, usent du droit et essayent de faire un peu les avocats, de voir les failles du droit. Donc dans Astérix, on passe notre temps, les habitants du village d'Astérix passent leur temps à dire qu'ils sont pas romains, qu'ils résistent à l'envahisseur, ils veulent pas être romains. Et donc quand ils veulent participer aux Jeux Olympiques, ils n'ont pas le droit. Et donc là, Astérix explique aux Romains que ils ont le droit parce qu'ils sont Romains, les Romains arrêtent pas de leur dire que leurs villages sont Romains, et donc du coup, ils retournent l'argument contre eux. Là, les Romains peuvent pas dire non, vous êtes indépendants, vous pouvez pas participer. Donc ils participent, en fait, ils peuvent participer comme ça aux Jeux Olympiques avec des espèces de petites astuces juridiques, en fait. Et donc voilà, il y en a quelques-unes dans les livres d'Astérix, il y en a quelques-unes à plusieurs moments.
Raphaël Costa, vous parliez il y a quelques minutes de l'énorme travail de lecture, de recherche que vous avez fait. Quel a été l'aspect le plus compliqué? Le bouquin est construit autour de 12 lois. Je suppose que c'est à cause des 12 travaux. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous pour structurer ce livre? Déjà de trouver la structure, parce que c'était pas évident, il y avait plein de manières de le faire, parce qu'en lisant les 40 BD, les films, il y a 4 films au cinéma avec des vrais acteurs, mais il y a aussi tous les 5-6 dessins animés, il y a tellement de productions que c'était vraiment dur de tout structurer. Donc j'avais plusieurs idées de thèmes. Le problème, c'était le titre. Donc moi je voulais un titre Astérix oblige chez les juristes. Je trouve que ça faisait vraiment Astérix, titre d'Astérix. Mais alors il y a toujours les intérêts des éditeurs et puis les enjeux et tout. C'est pas très commercial Astérix chez les juristes. Et donc on cherchait des titres. Et puis c'est Tatiana Vassine qui a eu l'idée à un moment donné les 12 lois d'Astérix. Et elle me dit écoute, si t'as trouvé en fonction des thèmes que t'as trouvé, tu peux faire les 7 lois d'Astérix, des trucs comme ça. Et je me suis dit non, le titre les 12 lois d'Astérix c'est très bien. C'est fait référence aux 12 travaux d'Hercule puis aux 12 travaux d'Astérix qui est un film. Du coup, je me dis, ce titre est vraiment... J'adore ce titre. Donc, du coup, il faut que je trouve 12 thèmes pour faire le livre. Et en fait, c'est le titre qui a structuré le livre. Donc, j'avais plein d'idées de thèmes. On en a retenu 12 pour faire 12 lois d'Astérix et 12 thèmes comme ça, en fait. Donc, ouais, en fait, donc c'est le titre qui a structuré le livre. Contrairement, c'est un peu une petite particularité. Normalement, c'est vrai que le titre vient en même temps que le livre, mais là vraiment, heureusement qu'on a eu l'idée du titre au début et pas après, parce que j'avais pas commencé à écrire encore quand on a eu cette idée. Et donc voilà. Et donc j'ai dégagé 12 thèmes, mais il y en avait plein parce qu'on peut. Là, on en a trouvé 12, mais on parle du droit des Gaulois, l'organisation du village, le statut du village. Quoi d'autre, le droit un peu de l'espace, mais on en reparlera peut-être après, le droit romain, mais on aurait pu en dégager plein parce que Astérix Obélix, ils sont en visite chez il y a tellement un album sur 2 c'est Astérix Obélix chez quelqu'un, donc on aurait pu faire aussi le droit, je sais pas, des Vikings et tout, on aurait pu en faire beaucoup plus. Donc on a gardé 12 thèmes, on en a regroupé certains ensemble et tout, puis voilà. Pour répondre à la question, ce qui a été le plus dur, parce que c'était pas la question à la base, mais on s'est perdu. Ce qui a été le plus dur, c'était pour moi de faire des recherches sur le droit, vrai droit, et de faire des recherches d'histoire sur le droit à l'époque des Gaulois, parce que chez les juristes, il y a très peu de travaux, puisque on fait vraiment le droit romain. Il y a beaucoup de choses sur le droit médiéval et tout. Donc en fait, j'ai dû sortir un peu de mes ressources habituelles, et là j'ai dû aller chez les travaux d'historiens qui ont travaillé sur les Gaulois et qui ont traité la question juridique. Mais j'ai eu beaucoup plus de mal à trouver des juristes qui ont travaillé sur le droit gaulois, en fait. J'ai dû chercher plutôt chez les historiens que chez les juristes. Là, ça a été plus dur pour moi. Et après, ce qui a été dur, c'était de tout lire. Il y avait beaucoup de choses à assimiler, du coup, parce que voilà, ça c'était un long travail de recherche. Parce que du coup, j'essaie même d'aborder un peu dans le livre. En fait, j'essaie de faire découvrir le droit dans les BD d'Astérix, mais aussi la réalité du droit à l'époque des Gaulois. Mais du coup, il faut bien traiter des questions de la vie courante. Et elles sont pas toutes raccord avec la réalité de la vie des Gaulois dans Astérix. Donc il a fallu en plus faire des recherches d'histoire sur la vie des Gaulois. Et pas que leurs droits. Alors bon, quand on pense à la potion magique qui nous a tous fait fantasmer, on se dit quand même la loi la plus simple, c'est celle du plus fort, et la potion magique, elle nous autorise ça. En quoi consiste la 4e loi face aux formalités administratives, la méthode Obélix, tu appliqueras? Alors la 4e loi, c'est celle qui elle m'a beaucoup amusé parce que donc comme Astérix et Obélix, comme je disais, voyagent beaucoup, ils traversent souvent des frontières où ils essaient d'entrer dans des bâtiments administratifs pour plein de raisons. Et donc on voit tout de suite Astérix qui essaye de parler, de savoir comment on rentre, et puis quand il y a un refus, Obélix arrive, en fait il fout 2 tartes au Romain qui est là ou au garde-frontière et il passe. Et il règle tous les problèmes administratifs avec 2 tartes face à l'administration. Et donc ensuite donc dans les premiers albums c'est moins présent, et plus ça passe, plus en fait tous les problèmes administratifs se règlent comme ça. Et d'ailleurs Astérix et Obélix parlent même de la simplicité depuis qu'ils utilisent cette méthode de s'acquitter des formalités administratives. Voilà, pour eux c'est ça, c'est voilà, donc la méthode pour régler les formalités administratives d'Astérix et Obélix, c'est la tarte dans la gueule, quoi. Et ça marche bien. Chromosome B.
C'est pas si décalé que ça, Raphaël Costa, si on en juge un récit que vous faites d'un épisode qui est survenu au tribunal correctionnel de Bruxelles, je pense, en 2019, et qui met en scène un poisson. Alors on sait que les Belges y sont férus de bande dessinée, mais cette anecdote est plutôt très humoristique, évidemment, elle fait bien rire, comme le reste de votre bouquin par ailleurs. Merci. Alors vous pouvez nous en parler Oui, alors ça c'est un vrai jugement qui a été rendu en 2019 à Bruxelles, et en fait donc c'est une histoire de clientes dans un supermarché qui se doublent à la caisse automatique, et donc il y en a une qui est pas contente et elle prend un poisson congelé qu'elle a dans son caddie et elle en fout un coup sur la tête à l'autre cliente, quoi. Et donc elle est jugée pour violence par le tribunal correctionnel de Bruxelles, et donc en fait le juge, ça lui a fait penser aux batailles de poissons qu'il y a tout le temps dans Astérix et Obélix, et donc il a rédigé son jugement comme si c'est comme Astérix en fait. Donc je peux vous lire des morceaux. Le jugement commence comme ça. Alors, en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute, non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore à l'envahisseur. Ça vous rappelle quelque chose ? Venant comme un running gag dans les aventures d'Astérix, une scène de dispute entre le poissonnier du village qui prétend que son poisson est frais et d'autres qui le taquinent sur le sujet, tel C'est Automatix, le doyen du village. Ensuite, là, le magistrat continue. Nous sommes aujourd'hui en l'an de disgrâce 2019 et rien n'a changé. La force publique du village, majoritairement francophone en territoire flamand, intervient dans une poissonnerie pour une cliente qui resquille en tentant de faire passer 20 articles à la caisse express. La prévenue prend alors un poisson dans son caddie et frappe la cliente d'un coup de dorade à la volée. Son avocat expose à ce propos que, dès lors qu'il s'agit d'un poisson plat, celui-ci ne peut causer une incapacité de travail, le coup du poisson pouvant être assimilé à une gifle du plat de la main. Le juge continue. Merci à la prévenue qui, par cette action qui lui a valu une comparution devant son juge, a offert un énorme fou rire. Ce fou rire s'est emparé de toute la salle et même du procureur de roi, habituellement plein de sérieux dans l'exercice si difficile de requérir pour de telles velléités. Ensuite, il dit « Merci au talent de comédien de son avocat qui a entretenu ce fou rire au bonheur de tous en mimant le geste accompli par sa cliente. Dire qu'elle m'a fallu 17 années d'études et 32 ans de pratique pour connaître ce moment. Décision. Pour son coup de dorade, la prévenue bénéficiera de la peine la plus légère, à laquelle le représentant du parquet ne s'est d'ailleurs pas opposé, entre deux crises de rire. C'était bien la moindre des choses que le tribunal puisse lui offrir au regard du spectacle comique dont elle nous a régalé. » Bon, voilà. C'est bon. Voilà ce jugement. C'est bon pour les curiosités juridiques. Une jurisprudence comme ça, on va en profiter. Oui, totalement. Totalement. Donc je l'avais un peu évoqué et détaillé dans le livre Inattendu que Tour du monde des curiosités juridiques, et donc j'ouvre le livre sur Astérix avec ça pour montrer que les liens entre le droit et Astérix, il y en a même aujourd'hui, qu'il n'y a pas besoin de retourner en moins 50 avant Jésus-Christ. Raphaël Costa, vous êtes spécialiste du droit de l'espace. Vous y consacrez un chapitre, une loi dans les 12 lois d'Astérix. Comment celui-ci est figuré justement dans votre livre ? Alors c'est dans les aventures d'Astérix, oui. surtout. En fait, il y a un album d'Astérix qui s'appelle Le ciel leur tombe sur la tête ou lui tombe sur la tête, où en fait des extraterrestres débarquent au village parce qu'ils sont à la recherche d'une arme très dangereuse dont tout l'univers a connaissance et qui permet aux Gaulois de toujours gagner sur leurs ennemis. Et donc il y a une espèce d'organisation galactique de sécurité qui veut confisquer cette arme parce qu'il y a des extraterrestres méchants qui veulent s'en emparer. Et donc voilà, et là on voit déjà donc ces extraterrestres qui débarquent, et d'ailleurs ils ressemblent à Mickey, et c'est un hommage d'Uderzo à Disney qui aimait beaucoup Disney. Et donc voilà, ça c'était une des aventures d'Astérix les plus récentes après la mort de Goscinny. Uderzo s'est mis à faire et le scénario et le dessin, et donc là il a rendu hommage à Walt Disney qui était un de ses modèles, quoi. Et donc c'est d'ailleurs aussi en hommage à Disney c'est pour rendre hommage à Disney que dans toutes les BD d'Astérix on voit souvent des animaux parfois qui parlent. C'est lié à ça. Et donc en fait cet album-là nous permet d'aborder un peu le droit de l'espace et puis les institutions qui existent, et on se rend compte des similitudes entre le droit spatial des extraterrestres qui cherche à prévenir des courses à l'armement dans l'espace et les similitudes de notre droit de l'espace actuel qui repose sur un traité, le traité de l'espace, qui à l'époque était vu comme un traité de désarmement et d'empêchement de l'extension de la course aux armements nucléaires dans l'espace en fait. Donc voilà, ça me permet un peu de parler de ça. Puis c'était une loi insolite du coup, on s'attend pas à parler de droit de l'espace dans Astérix, mais on peut quand même.
Alors, outre le droit et vu l'humour omniprésent qu'il y a dans le livre, quelle morale ressort des pratiques gauloises du droit, selon vous ? Au niveau moral, on est quand même du côté d'une bande de renfrognés violents, très violents, qui règlent les problèmes vraiment d'une manière extrêmement expéditive. alors c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'en même temps, c'est des résistants. Ils résistent à l'envahisseur de façon très violente, mais alors sans aucun meurtre. Il y a jamais personne qui meurt dans Astérix. Il y a pas de sang, il y a que des bleus et des yeux au beurre noir. Donc c'est un peu la guerre idéale, quoi, sans victimes, sans mort. La morale qu'on peut retirer, c'est un peu, c'est la dernière loi du livre qui est consacrée un peu à ça. Moi, je trouve qu'après avoir tout lu, même si Panoramix incarne, à l'époque des Gaulois, c'était Panoramix qui avait le rôle du juge, enfin le druide avait le rôle du juge et tout. C'est Astérix pour moi qui incarne la justice vraiment la justice au sens moral dans les BD d'Astérix, parce que des fois il s'oppose aux décisions de Panoramix et du chef pour le bien du village, et le bien parfois au détriment des décisions du village, parce que il y a certains épisodes où on les voit prendre des décisions, Astérix les laisse faire et ensuite il explique à Panoramix qu'il faut les laisser faire pour qu'ils apprennent par eux-mêmes que c'est pas bien, et à la fin il se range du côté d'Astérix, et voilà, donc c'est du côté moral, c'est un peu je sais pas, une espèce de mise en œuvre, l'aboutissement collectif d'un genre de responsabilité individuelle. C'est un peu étrange, mais voilà, en fait, ça mêle plein de conceptions de philosophie du droit, Astérix, je trouve, et c'est compliqué de voir quelle est sa philosophie du droit. C'est pas celle qui recherche le bien commun par-dessus les intérêts et les volontés des citoyens. C'est pas non plus celle qui cherche le bonheur maximum comme c'est une conception du droit habituelle. C'est pas la règle objective qui s'applique, machin. C'est un peu un mélange de tout ça, et à la fin tout le monde est content et finit autour du banquet et d'accord, quoi. C'est un peu une conception morale heureuse sans problème. C'est ça Astérix, truc, c'est qu'il y a pas de problème juridique au fond. Grâce à la potion, il y a pas de problème externe au village, puis grâce au banquet, il y a plus de problème interne. Tout se règle toujours bien. Donc en fait, c'est un peu un village où il y a presque pas besoin de droit ni d'institution, mais il y en a quand même. Les 12 lois d'Astérix, la justice au temps des Gaulois, Raphaël Costa, c'est le dernier ouvrage que vous sortez aux éditions Henry B, avec une couverture qui évoque beaucoup un album de bande dessinée que vous adressez, je suppose, au grand public. Il y a vraiment de quoi découvrir énormément de choses, et puis aussi aux jeunes juristes. Oui, totalement. Et puis même, je dirais aux juristes qui voudraient en découvrir un peu plus sur Astérix, parce que j'ai essayé de raconter aussi les anecdotes, comme par exemple le nom d'Idéfix, comment on a donné le nom au chien et comment il apparaît. Donc je laisse aux gens le soin de lire pour découvrir cette histoire qui est un peu insolite et méconnue. Et puis aussi de découvrir quelques curiosités sur la vie à l'époque des Gaulois et des Romains, sur leurs habitudes culinaires, de boissons. Par exemple, le vin chez les Romains, la recette du vin est très très particulière. Je laisse aussi découvrir dans le livre. Il coupait le vin avec quelque chose de très étonnant. Puis donc voilà, ça s'adresse aussi aux jeunes juristes, au grand public. Et puis j'espère à tout le monde, parce que j'espère que comme le format est narratif, et puis je reprends des dialogues d'Astérix où je m'intègre dedans comme un voyageur un peu du temps, j'espère que ça s'adresse ça peut aussi amuser les jurys, j'espère au maximum de gens, quoi. Bon, j'espère surtout qu'ils vont trouver ça réussi, parce que c'est pas évident comme exercice. Alors à propos de droit et de propriété intellectuelle, de copyright, vous empruntez beaucoup à l'œuvre de Goscinny et Uderzo. Quel est le cadre juridique de votre livre par rapport aux ayants droit ? Alors du coup, par rapport aux ayants droit, donc on n'a pas le droit de reprendre sans citer, en fait. Vu que c'est un travail universitaire, on a le droit d'analyser tout ce qu'on veut. En France, ça s'inscrit dans alors j'ai oublié l'article, bien sûr, maintenant qu'il faut que j'en parle, du code de propriété intellectuelle, mais donc on a toujours un droit à l'analyse, à la critique, mais à partir du moment où c'est sourcé et cité. Donc en fait, tout est toujours, je suis toujours, même si je m'intègre, je me rajoute dans les BD, je cite toujours en note de bas de page tout le temps la source, en fait, d'Astérix et Obélix. Je peux pas réinventer un scénario d'Astérix et Obélix. Mais alors c'est vrai que quand on lit le livre, ça s'inscrit beaucoup dans ma visite du parc. On pourrait penser que le parc Astérix est partenaire, mais non. Mais bon, j'espère que quand ils vont lire le livre et vu la pub que je leur fais, qu'au moins ils vont m'offrir 2 places. Bon, vous nous le raconterez à la sortie de votre prochain livre, Raphaël Costa, quand on se retrouvera pour discuter ensemble. Pour terminer, une citation, un proverbe, quelque chose qui vous vient à l'esprit en relation avec ce livre ou non ?
Alors, comme je sais qu'à chaque fois que vous allez me demander ça, j'avais une citation de Melville qui est dans Bartleby, et qui est est-ce que vous avez un proverbe, Raphaël? Et c'est je préférais ne pas en donner. C'est que Bartleby, le scribe, travaille chez un notaire, on lui demande toujours s'il veut faire des trucs, et puis il commence à répondre du jour au lendemain, je préférerais pas. Et puis le notaire sait pas quoi faire, et donc j'invite les gens à lire. Mais entre-temps, j'ai lu aussi la correspondance de Melville, l'auteur de Bartleby, qui est aussi l'auteur de Moby Dick, et il a une lettre qu'il adresse à quelqu'un à qui il arrêtait pas d'écrire, et alors du coup il lui écrit dans un post-scriptum qu'il n'arrive pas à s'arrêter de lui écrire, et donc il lui dit: si le monde était entièrement composé de magiciens, je vais te dire ce que je ferais, j'installerais une fabrique de papier à un bout de la maison, et j'aurais de la sorte un ruban de papier écolier qui se déroulerait sans fin sur mon bureau, et sur ce ruban sans fin, j'écrirais 1 millier, 1 million, 1 billion de pensées, toutes sous la forme d'une lettre qui te serait adressée. Voilà. Magnifique. Raphaël Costa, merci beaucoup. Merci à vous. Chromosome B. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Retrouvez les ouvrages des éditions Henrik B dans toutes les bonnes librairies et sur henrikb-édition.com.